Je m'appelle Margot Lefebvre. J'ai 58 ans et je viens de commettre l'acte le plus cruel de ma vie. Ou le plus libérateur. Je ne sais plus. Hier soir, ma fille Océane et son petit ami Théo ont dîné chez moi. J'avais cuisiné pendant des heures. Mon fameux bœuf bourguignon, celui que tout le monde adore. Ils sont arrivés en riant, avec une bouteille de vin à 7 € et des projets plein la tête. Un week-end à Nice. 4 jours sur la Côte d'Azur. Hôtel 4 étoiles, restaurant chic, décapotable de location. Le genre de vacances dont je n'ai jamais rêvé parce que je n'en ai jamais eu les moyens. Sauf que c'est moi qui ai tout payé. 2 800 €, l'équivalent de 2 mois de mon salaire de secrétaire. Presque tout ce qui me restait sur mon livret d'épargne accumulé péniblement sur 20 ans. Pendant le dîner, j'ai fait l'erreur de dire « Vous savez, je n'ai jamais vu Nice ». Théo a éclaté de rire. « Nice? Avec nous? Margot, c'est une sortie pour jeunes. Tu ferais quoi pendant qu'on est en club à 4 heures du matin? Tricoter sur la plage? » Océane a ri aussi. Pas méchamment. Juste. Naturellement. « Maman, franchement, ce serait bizarre. Reste ici, repose-toi, fais ce que font les gens de ton âge. » Les gens de mon âge. J'ai souri. J'ai servi le dessert. Je les ai embrassés quand ils sont partis. Et ce matin, à 6 heures, avant qu'ils ne prennent la route, j'ai tout annulé. L'hôtel. La voiture. J'ai bloqué la carte bancaire que je leur avais confiée. Puis j'ai éteint mon téléphone. En ce moment même, ils doivent être devant l'hôtel à Nice, découvrant que la réservation n'existe pas. Essayant de payer avec une carte refusée, paniqués, humiliés, bloqués à 600 km de chez eux, sans argent, sans solution. Mon téléphone vibre sans arrêt depuis 9 heures. 63 appels manqués, des dizaines de messages de plus en plus désespérés, puis furieux, puis suppliants. Je suis assise dans mon petit appartement à Lyon, une tasse de café entre les mains, regardant le Rhône couler tranquillement. Pour la première fois depuis 30 ans, j'ai dit non. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi. Mais maintenant, la culpabilité me ronge. C'est ma fille, mon sang, ma responsabilité. Est-ce que je viens de sauver ma dignité ou de détruire la seule famille qu'il me reste? Est-ce du courage ou de la cruauté? De la justice ou de la vengeance mesquine d'une mère blessée? Les messages continuent d'arriver. Le téléphone vibre comme un cœur affolé. Ma voisine a glissé un mot sous ma porte. J'espère que tout va bien. Mes mains tremblent quand je tiens ma tasse. Dans quelques heures, je devrais peut-être répondre. Ou pas. Dans quelques jours, Océane reviendra peut-être. Ou jamais. Dans quelques semaines, je serai peut-être seule pour toujours. Une vieille femme amère qui a sacrifié l'amour de sa fille sur l'autel de son orgueil blessé. Ou peut-être que je viens de poser le premier acte d'une vie qui m'appartient enfin. Le silence de mon téléphone éteint résonne comme une symphonie. Ou comme un glas. Je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que le bœuf bourguignon refroidit dans le réfrigérateur. Que le Rhône continue de couler, indifférent à mes dilemmes. Que j'ai 58 ans et que je viens peut-être de commettre la plus grande erreur de ma vie, ou le plus grand acte de courage. À vous de décider. Moi, je n'en sais rien. Je suis juste une femme fatiguée qui a osé dire non. Et qui attend, le cœur battant, de voir si le prix de cette liberté sera supportable. Le téléphone vibre encore. Je regarde l'écran. Océane. 54e appel. Ma main tremble au-dessus de l'appareil. Dois-je répondre? Je me souviens de ce jeudi matin de mars, comme si c'était hier. Le ciel lyonnais était d'un gris uniforme, cette teinte particulière qui donne l'impression que la ville entière retient son souffle. J'étais debout devant la fenêtre de mon bureau à la mairie du 6e arrondissement, une tasse de café tiède entre les mains, regardant les pigeons se disputer des miettes sur le rebord en pierre. 58 ans, 34 années au même poste. Des milliers de dossiers tamponnés, de formulaires remplis, de coups de téléphone où je répondais poliment à des gens qui me tutoyaient sans me connaître. Mon reflet dans la vitre me renvoyait l'image d'une femme fatiguée. Mes cheveux châtains, teints tous les 2 mois au salon Coiffanco près de chez moi, commençaient à montrer des racines grises. Mes yeux noisettes, jadis pétillants selon mon ex-mari, semblaient éteints. J'avais pris du poids ces dernières années, surtout autour de la taille, et mes vêtements, toujours les mêmes 3 pantalons noirs et 4 chemisiers discrets, ne flattaient personne. Mais à qui voulais-je plaire, de toute façon? Margot, le dossier Perrin est prêt? La voix de mon collègue Daniel m'a sorti de ma rêverie. Daniel, 52 ans, divorcé lui aussi, toujours une blague à la bouche pour masquer sa propre solitude. Nous partagions ce bureau depuis 10 ans, dans une routine confortable faite de silence complice et de pauses café synchronisées. Sur ton bureau, à gauche, ai-je répondu sans me retourner. T'es efficace, Margot. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Qu'est-ce qu'on ferait sans moi?
Cette phrase résumait ma vie. Indispensable mais invisible. Utile mais jamais célébrée. J'étais la femme qui résout les problèmes des autres et rentre seule dans son 2 pièces rue Sainte-Hélène tous les soirs. Mon appartement. Mon refuge. Mon prison. 43 mètres carrés au 3e étage d'un immeuble ocre construit dans les années 60, juste derrière la gare Pardieu. Le quartier n'était pas chic, loin des quais aménagés de la Saône ou des ruelles pavées du Vieux-Lyon, mais c'était abordable. 650 € par mois, charges comprises. Le salon servait aussi de chambre. Un canapé-lit défraîchi acheté chez Emmaüs il y a 15 ans, une table basse Ikea, une télé qui captait mal les chaînes TNT. La cuisine était une kitchenette coincée dans un angle, avec un réfrigérateur qui ronronnait trop fort la nuit. La salle de bain, minuscule, avait une douche dont le pommeau goûtait en permanence malgré mes tentatives de réparation. Mais il y avait cette fenêtre. Cette unique fenêtre du salon qui donnait, si on se penchait légèrement vers la gauche, sur le Rhône. Quand je rentrais le soir, avant même d'allumer la lumière, j'ouvrais les volets et je regardais le fleuve. L'eau grise, parfois brune, parfois argentée selon la lumière. Les quais où des joggeurs passaient en boucle. Des couples se promenaient, main dans la main. Des adolescents faisaient du skateboard. La vie des autres, ma vie à moi tournait autour d'Océane. Ma fille, mon unique enfant, mon trésor et mon fardeau. Océane était née un soir de décembre 1996, sous une tempête de neige qui avait paralysé Lyon pendant 3 jours. Son père, Julien, m'avait tenu la main pendant l'accouchement, en me jurant que nous formerions une famille soudée. 2 ans plus tard, il partait avec Sandrine, une commerciale de 26 ans qu'il avait rencontrée lors d'un séminaire à Grenoble. Je me souviens de la date, le 14 février 1999, Saint-Valentin. Il avait eu la décence de paraître gêné en annonçant qu'il avait besoin de vivre autre chose. J'avais 29 ans, une fille de 2 ans, un salaire de secrétaire qui suffisait à peine pour un 3 pièces dans le 8e. Julien payait une pension alimentaire ridicule, 350 € par mois, à peine de quoi couvrir les couches et le lait infantile. J'avais dû déménager, rogner surtout, apprendre à cuisiner des plats qui duraient toute la semaine. Les pâtes au beurre, la soupe aux légumes du marché achetée en fin de journée quand les maraîchers bradaient leurs invendus, le poulet rôti du dimanche dont les restes nourrissaient les lundis et mardis. Océane avait grandi sans manquer de rien, du moins c'est ce que je me répétais. Je lui achetais des vêtements neufs pour la rentrée, des jouets à Noël, des livres quand elle les demandait. Mais il y avait des choses que je ne pouvais pas offrir. Les vacances au ski comme ses camarades de classe, les activités extrascolaires coûteuses, les goûters d'anniversaire dans les centres de loisirs à 40 € par enfant. Elle ne se plaignait jamais ouvertement, mais je voyais dans ses yeux cette légère déception quand elle comparait sa vie à celle de ses amis. À 16 ans, elle avait changé, comme si une porte s'était fermée entre nous. Elle sortait de plus en plus, rentrait tard, me répondait par monosyllabes. « Ça va, maman? »« Ouais, c'était bien. T'inquiète pas. » J'essayais de parler, de comprendre, mais elle me regardait comme si j'étais une étrangère. Une vieille femme ennuyeuse qui ne comprenait rien à la vraie vie. À 18 ans, elle avait quitté la maison. Un studio à Villeurbanne partagé avec une copine. « J'ai besoin d'indépendance, maman. Tu comprends, non ?» J'avais compris. J'avais même aidé à payer la caution. Puis le premier loyer, puis le deuxième, parce que la coloc avait oublié sa part, puis les suivants, parce qu'il y avait toujours une raison. Aujourd'hui, à 28 ans, Océane vivait toujours à Villeurbanne, plus dans une colocation étudiante, mais dans un joli 2 pièces avec Théo. Théo Marchand, 32 ans, commercial dans une start-up en pleine expansion. Ce qui signifiait, d'après ce que j'avais compris, qu'il n'avait pas de salaire fixe et dépendait de commissions hypothétiques. Grand, brun, sourire éclatant, chemise cintrée et chaussures vernies, le genre d'homme qui commandait du champagne au restaurant et laissait discrètement la note à quelqu'un d'autre. Ils s'étaient rencontrés il y a 3 ans dans un bar de la Presqu'île. Océane m'avait téléphoné le lendemain, la voix vibrante d'excitation. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable. Il est beau, drôle, ambitieux. Tu vas l'adorer. » Je l'avais rencontré 2 semaines plus tard lors d'un déjeuner dominical que j'avais organisé chez moi. Théo était arrivé avec un bouquet de fleurs bon marché acheté à la station-service et une bouteille de vin d'entrée de gamme. Il avait passé le repas à parler de ses projets, de ses deals en cours, de l'appartement de ouf qu'ils allaient s'acheter d'ici 1 an ou 2. Océane le regardait comme s'il était un dieu descendu de l'Olympe. Moi, j'avais souri. J'avais servi le gigot. J'avais écouté. Et dans ma tête, une petite voix murmurait « Il va te coûter cher, celui-là. » Elle ne s'était pas trompée. Les demandes d'argent avaient commencé doucement. « Maman, tu pourrais me prêter 200 €?
La machine à laver est tombée en panne. Maman, Théo a eu un accident avec la voiture, l'assurance ne couvre pas tout. Maman, on est un peu juste ce mois-ci. Tu peux nous dépanner de 500 €? À chaque fois, je disais oui. Parce que c'était ma fille. Parce que je ne voulais pas qu'elle souffre comme j'avais souffert. Parce que je me sentais coupable de ne pas lui avoir donné une vie plus facile quand elle était petite. Le problème, c'est que les prêts n'étaient jamais remboursés et que les montants augmentaient. 1 000 € pour un voyage à Barcelone, 800 pour des meubles indispensables, 1 200 pour réparer la voiture de Théo, encore. Je puisais dans mes économies, renonçais aux petits plaisirs que je m'autorisais parfois. Un livre neuf au lieu d'occasion, un repas au restaurant avec mes collègues, un manteau d'hiver décent. Mon compte en banque était devenu un désert. 3 200 € d'économies accumulées péniblement sur 20 ans. C'était mon matelas de sécurité, mon filet au cas où. Je le regardais fondre mois après mois, incapable de dire non. Et puis, il y avait eu ce coup de téléphone. 3 semaines avant ce jeudi de mars. Océane, la voix chantante. « Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Mon cœur s'était serré. Était-elle enceinte? Malade? Allait-elle m'annoncer un mariage? Je m'étais assise sur mon canapé, les mains moites. Voilà, l'anniversaire de Théo est fin mars. Il va avoir 33 ans. Et on voudrait faire quelque chose de spécial. Un vrai week-end, tu vois? Partir quelques jours, souffler un peu. On pensait à Nice. Nice, la Côte d'Azur. Les palmiers, la mer, les hôtels luxueux. C'est une belle idée, ma chérie. Vous le méritez. Un silence, puis... Le truc, c'est qu'on est un peu serré financièrement en ce moment. Théo attend une grosse commission qui devrait tomber en mai, mais là pour le week-end. Tu pourrais peut-être nous aider? Je te promets qu'on te rembourse dès que possible. Ma main serrait tellement fort le téléphone que mes articulations blanchissaient. Combien? Ben, on a regardé les hôtels. Il y en a un superbe face à la promenade des Anglais, 4 étoiles, avec petit déjeuner et spa. C'est 1 200 € pour 4 nuits. Après, il faut compter la voiture, genre 500 € pour une belle décapotable. Et puis les restos, les sorties. Je dirais qu'avec 3 000 €, on est large. 3 000 €, l'équivalent de 2 mois de salaire après impôt. Presque tout ce qui me restait sur mon livret A. Maman? T'es là? Oui, C'est beaucoup, Océane. Je sais, mais c'est exceptionnel. Théo travaille tellement, il mérite vraiment de décompresser. Et moi aussi, tu sais. Le boulot à la boutique est super stressant en ce moment. S'il te plaît, maman, je te promets qu'on te rembourse. Juré. J'avais fermé les yeux. Dans ma tête défilaient toutes les fois où j'avais déjà prêté de l'argent. Toutes les promesses de remboursement jamais tenues. Toutes les fois où j'avais dit oui alors que je voulais dire non. D'accord. Le cri de joie d'Océane avait résonné dans mon oreille comme une gifle. Merci, maman. T'es la meilleure. Je t'adore. Je passe chez toi ce week-end pour récupérer le chèque. Ça marche? Elle avait raccroché avant que je ne change d'avis. Ce week-end-là, elle était venue avec Théo. Ils étaient arrivés en fin d'après-midi, rayonnants, des sacs de course à la main. On t'a apporté de quoi faire un bon dîner, maman. Tu nous prépares ton bœuf bourguignon, celui que tu réussis trop bien. Océane m'avait embrassée sur la joue. Théo m'avait serré la main en me regardant droit dans les yeux. Margot, vraiment, merci. C'est énorme ce que tu fais. J'avais cuisiné pendant qu'ils s'installèrent dans mon salon, commentant un match de foot à la télé, riant fort, ouvrant la bouteille de vin qu'ils avaient apportée. Un Côte-du-Rhône à 7 €. J'avais reconnu l'étiquette du carrefour du coin. J'avais épluché les carottes, coupé les oignons, fait revenir la viande. Les odeurs de laurier et de vin rouge emplissaient mon petit appartement. Par moments, j'entendais Océane rire aux éclats et mon cœur se serrait d'un mélange de joie et de tristesse. Le dîner avait été agréable. Théo racontait des anecdotes de son travail, imitant ses collègues avec un talent comique indéniable. Océane me resservait du vin, me touchait le bras en riant. « Maman, t'es trop sérieuse, détends-toi !» Je souriais. J'étais heureuse de les voir heureux. Puis j'avais fait l'erreur. « Vous partez quand, exactement ?»« Jeudi prochain, tôt le matin. On veut arriver à Nice vers midi pour profiter de l'après-midi. C'est chouette. Vous allez voir des endroits sympas ?» Théo avait échangé un regard avec Océane, un sourire en coin. « Ben ouais, on a prévu pas mal de trucs. Des boîtes, des bars, des clubs sur le port. »« Ah, c'est bien. Vous allez vous amuser. » Un autre silence. Puis j'avais dit, sans réfléchir, « Vous savez, je n'ai jamais vu Nice. » Je me demande si un jour... Théo avait éclaté de rire. Un rire franc, presque enfantin, mais qui m'avait traversé comme une lame. « Nice? Avec nous ?» Il avait regardé Océane,
qui souriait elle aussi, gênée mais complice. Margot, c'est gentil, mais... C'est une sortie pour jeunes, tu vois? On va faire la fête jusqu'à pas d'heure, boire des coups, danser. Franchement, tu ferais quoi pendant qu'on est en club à 4 heures du matin? Mon visage devait être figé dans un sourire crispé. Je sentais mes joues brûler. Attends, Théo, c'est pas. Océane avait commencé à protester, mais mollement, sans conviction. Mais si, ta mère, elle est adorable, mais là, clairement, c'est pas son délire. Margot, sans vouloir te vexer, tu vas faire quoi sur la plage pendant qu'on bronze et qu'on boit des mojitos? Tricoter? Lire un bouquin? Océane avait ri. Pas méchamment, juste. Par réflexe. Comme on rit d'une blague qu'on trouve moyennement drôle, mais qu'on ne veut pas contrarier. Maman, franchement, ce serait bizarre, non? C'est notre truc, entre jeunes. Tu comprends? Reste ici, repose-toi, profite de ton week-end tranquille. Fais, je sais pas, ce que font les gens de ton âge. Ce que font les gens de mon âge. Les mots avaient résonné dans ma tête comme des coups de marteau. J'avais souri. J'avais servi le dessert, une tarte aux pommes maison. J'avais fait du café. J'avais écouté Théo continuer à parler de ses projets de carrière, d'Océane détailler les tenues qu'elle comptait emporter. Quand ils étaient repartis, vers 23 heures, elle m'avait embrassée sur les 2 joues. Merci pour le dîner, maman. C'était délicieux. Et encore merci pour... Tu sais, t'es génial. J'avais refermé la porte. J'étais restée debout dans l'entrée, la main sur la poignée, incapable de bouger. Puis j'avais fait la vaisselle, lentement, méthodiquement. Les assiettes, les verres, la cocotte du bœuf bourguignon. L'eau chaude me brûlait les mains, mais je ne sentais rien. Dans ma tête tournaient en boucle les mots de Théo, le rire d'Océane, cette désinvolture avec laquelle ils avaient balayé mon existence. Tricoter. Les gens de mon âge. Ce que font les vieux. Je m'étais assise sur mon canapé, dans le noir. Par la fenêtre entr'ouverte, les lumières du Rhône tremblaient. Une péniche passait lentement, ses fenêtres éclairées révélant des silhouettes qui dansaient. La vie. La vraie. Celle dont j'étais exclue. À 58 ans, j'étais vieille. Inutile. Bonne à payer les factures des autres et à rester dans mon coin. Quelque chose s'était fissuré en moi. Pas une colère explosive. Pas des larmes. Juste une fissure. Fine. Profonde. Irrémédiable. Et dans cette fissure, une idée avait germé. Une idée simple, limpide, presque évidente. Le lendemain matin, à 5h30, je m'étais réveillée. J'avais allumé mon ordinateur portable, un vieux HP acheté d'occasion 5 ans plus tôt. J'avais ouvert ma boîte mail, retrouvé la confirmation de réservation de l'hôtel à Nice que j'avais reçue après avoir payé. Numéro de dossier, code client, tout y était. J'avais cliqué sur « Annuler la réservation », un message d'avertissement « Êtes-vous sûr de vouloir annuler ? Des frais de 20% s'appliqueront. » J'avais cliqué sur « Confirmer ». Puis, j'avais appelé l'agence de location de voitures. Annuler la décapotable. Frais de 50 €. Je m'en fichais. Enfin, j'avais ouvert mon application bancaire. J'avais fait opposition sur la carte supplémentaire que j'avais confiée à Océane pour les dépenses sur place. Carte bloquée immédiatement. Il était 6h12. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Je m'étais levée, j'avais ouvert mes fenêtres. L'air frais de mars sentait le fleuve et la pluie prochaine. J'avais sorti ma cafetière italienne, celle que je n'utilisais jamais parce qu'elle prenait trop de temps. Et j'avais préparé un vrai café. Pas le Nescafé lyophilisé habituel. Du café en grains moulus, acheté au marché de la Croix-Rousse 2 semaines plus tôt lors d'une rare escapade. L'odeur avait envahi mon appartement. Riche, intense, vivante. Je m'étais assise sur mon canapé avec ma tasse brûlante entre les mains. J'avais regardé le Rhône s'éveiller. Les premiers joggeurs. Les camions de livraison. Les lumières des immeubles qui s'allumaient une à une. Et j'avais souri. Pour la première fois depuis des années, j'avais souri sans effort, sans masque, sans arrière-pensée. Mon téléphone était posé sur la table basse. Éteint, silencieux. Libéré. Je savais ce qui allait se passer. Dans quelques heures, Océane et Théo arriveraient à l'hôtel. Découvriraient que la réservation n'existait pas. Essaieraient de payer avec la carte. Carte refusée. Panique. Appel frénétique. Et moi, je serais là. Dans mon petit appartement. À boire mon café italien. À regarder le printemps coloré lion de nuances que je n'avais plus remarqué depuis des années. Parce que pour la première fois de ma vie, je choisissais. Pour la première fois, je disais non. Pour la première fois, je comptais. Le silence avait un goût de liberté. Et ce goût, je ne voulais plus jamais l'oublier. Les premiers appels ont commencé à 9h17. Je le sais parce que j'avais rallumé mon téléphone juste pour voir. Pas pour répondre, juste pour observer.
comme on regarde un feu de forêt à distance, fasciné et horrifié à la fois. Océane, puis Théo, puis encore Océane, puis les deux en même temps, probablement, parce que les vibrations se succédaient sans interruption. Mon téléphone tremblait sur la table basse comme un animal pris au piège. J'ai fini par le retourner, écran contre le bois, pour ne plus voir les notifications s'accumuler. Je savais exactement ce qui était en train de se passer. Ils étaient arrivés à Nice, avaient roulé pendant 6 heures, probablement avec la musique à fond, s'arrêtant à une aire d'autoroute pour prendre des cafés et des photos lifestyle devant le panneau Côte d'Azur. Océane portait sûrement sa robe d'été blanche, celle qu'elle avait achetée chez Zara le mois dernier avec mon argent. Théo, ses lunettes de soleil Ray-Ban contrefaites et sa chemise en lin froissé, qui lui donnait l'air d'un playboy en vacances. Il s'était garé devant l'hôtel, avait admiré la façade Belle Époque, les palmiers, la vue sur la promenade des Anglais. Théo avait pris les valises dans le coffre, probablement trop nombreuses, probablement pleines de vêtements inutiles, et ils étaient entrés dans le hall climatisé, sourire aux lèvres, prêts à vivre leur week-end de rêve. Et là, à la réception, la jeune femme en tailleur marine avait froncé les sourcils devant son écran. « Je suis désolée, mais je ne trouve pas votre réservation. Vous avez le numéro de confirmation ?» Océane fouillant dans son sac, Théo tapotant nerveusement sur le comptoir en marbre. La réceptionniste pianotant sur son clavier, puis secouant légèrement la tête. Cette réservation a été annulée hier matin à 6h15. Le blanc, le vide, l'incompréhension. Annulée? Mais par qui? Par la personne qui a effectué la réservation. Une certaine Margot Lefebvre. Et là, l'effondrement. Mon téléphone vibrait toujours. J'ai compté mentalement 23 appels en 40 minutes, puis les messages ont commencé à arriver. Je les lisais un par un, assise sur mon canapé, ma deuxième tasse de café refroidissant entre mes mains. Océane, 9h21. Maman, appelle-moi, c'est urgent. Océane, 9h24. Maman, répond STP. Théo, 9h28. Margot, on a un gros problème avec l'hôtel, décroché SVP. Océane, 9h35. Maman, je comprends pas ce qui se passe. L'hôtel dit que t'as annulé la réservation? Il y a une erreur, c'est pas possible. Appelle-moi maintenant. Théo, 9h41. Margot, c'est pas drôle là. On est devant l'hôtel comme des cons. Les bagages sur le trottoir. Réponds. Océane, 9h52. Maman, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? On peut pas rentrer. On a fait 6 heures de route. Réponds s'il te plaît. Théo, 10h03. Ok, j'ai compris ton délire. T'es vexée pour hier soir. C'était une blague, Margot. Faut pas le prendre comme ça. Allez, sois sympa, appelle l'hôtel pour régler ça. J'ai posé mon téléphone. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de culpabilité. D'adrénaline. C'était grisant, terrifiant, libérateur. Je me suis levée. J'ai ouvert grand les fenêtres. Le vent de mars faisait danser mes rideaux fanés. J'entendais les mouettes. Oui, même à Lyon. On entend parfois des mouettes qui remontent le Rhône depuis la Méditerranée. Elles criaient, libres, insolentes, comme moi. À 11h, le téléphone a sonné une nouvelle fois. Cette fois, j'ai regardé l'écran. Numéro inconnu. J'ai décroché. Allô? Madame Lefebvre? Une voix masculine, jeune, légèrement essoufflée. Oui? C'est Théo. J'appelle d'un téléphone qu'on nous a prêté parce que mon portable est déchargé. Écoutez, je sais qu'hier soir, on a peut-être été maladroit. Océane aussi le reconnaît. Mais là, franchement, on est dans la merde. L'hôtel veut pas nous prendre sans réservation, tous les autres sont complets ou hors de prix. Et la carte que vous nous aviez donnée, elle marche plus. On peut pas rentrer, on n'a plus assez d'essence. S'il vous plaît, Margot, faites quelque chose. Sa voix n'était plus arrogante. Elle suppliait. Je l'imaginais sur le trottoir ensoleillé de Nice, les cheveux en bataille, la chemise froissée, le masque de Playboy tombé. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, de la victoire. Mais ce que je ressentais était plus complexe. Un mélange étrange de puissance et de nausée. « Théo, ai-je dit calmement, hier soir, tu m'as dit que Nice était une sortie pour jeunes, que je devais rester chez moi à tricoter, que c'était pas mon délire. » Un silence, puis « C'était une connerie. Je m'excuse, vraiment. Tu m'as dit que je devais faire ce que font les vieux. Tu te souviens? Margot, s'il vous plaît. Eh bien, voilà ce que font les vieux, Théo. Ils réfléchissent, ils comptent leur argent, ils se posent des questions sur la valeur des choses. Et parfois, ils disent non. Mais passe-moi ma fille. Un bruissement, des voix étouffées, puis la voix d'Océane, tremblante, au bord des larmes. Maman? Mon cœur s'est serré. C'était toujours ma petite fille, celle que j'avais bercée les nuits de fièvre,
Celle qui me dessinait des cœurs sur des feuilles volantes. Celle qui disait « Je t'aime, maman » avec une sincérité déchirante. Océane. Maman, je suis désolée pour hier. On a déconné. Théo et moi, on était fatigués. On a dit des trucs sans réfléchir. Mais là, s'il te plaît, on a vraiment besoin de toi. On a plus de solutions. Tu as toujours besoin de moi quand il s'agit d'argent, ma chérie. Un sanglot. Un vrai. Pas calculé. Ça m'a transpercée. C'est pas juste pour l'argent, maman. Je t'aime. Tu le sais. Mais des fois, j'ai l'impression que tu me juges. Que tu penses que je profite de toi. Est-ce que tu profites de moi, Océane? Silence. Réponds-moi. Est-ce que tu profites de moi? Sa voix, à peine audible. Je sais pas. Peut-être. Mais c'est pas volontaire. Je pensais juste que c'était normal que les parents aident leurs enfants. Aider, oui. Être une banque gratuite, non. Maman, s'il te plaît. On peut en parler quand on rentre. Mais là, tout de suite, on peut pas rentrer justement. On n'a même pas assez pour faire le plein. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai fermé les yeux. Dans ma tête, 2 voix se battaient. L'une me criait de céder, de régler le problème, de les sauver comme toujours. L'autre me murmurait que c'était le moment. Le moment de tracer une ligne, de dire stop. Vous appelez ton père. Papa? Mais on se parle presque plus. Il paye toujours une pension alimentaire, non? 350 € par mois depuis 26 ans. Ce qui fait. J'ai calculé rapidement. Environ 109 000 €, dont tu n'as jamais vu la couleur parce qu'il a toujours trouvé des excuses pour payer en retard ou moins que prévu. Appelle-le. Dis-lui que sa fille est bloquée à Nice et qu'elle a besoin de lui, pour une fois. Maman. Ou appelez Sandrine, sa nouvelle femme, celle qui était si jeune et si drôle. Elle doit avoir des économies, non? T'es sérieuse, là? Très sérieuse. Et si on n'arrive pas à les joindre? Alors vous vous débrouillez. Vous trouvez une solution. Comme les grands. Comme les jeunes qui font la fête jusqu'à 4 heures du matin. J'ai raccroché. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes tempes. J'ai posé le téléphone et j'ai réalisé que mes jambes ne me portaient plus. Je me suis assise par terre, le dos contre le canapé, les bras autour des genoux. Qu'est-ce que je venais de faire? Les heures suivantes ont été un brouillard. Je n'arrivais pas à rester en place. Je faisais le ménage, le peu qu'il y avait à faire dans mes 43 mètres carrés. J'ai récuré la cuisine, passé l'aspirateur, changé les draps. Comme si l'action physique pouvait étouffer le tumulte dans ma tête. À 14 heures, mon téléphone a vibré. Un message d'Océane. On a joint papa. Il nous vire 300 €. On va dormir dans un hôtel pas cher et rentrer demain. T'es contente? Contente. Est-ce que j'étais contente? Non. J'étais vidée, tremblante, nauséeuse. Mais je ne regrettais rien. À 17 heures, en rentrant de la mairie, j'avais travaillé l'après-midi comme si de rien n'était. Souriant à mes collègues, tamponnant des dossiers, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte. Une enveloppe blanche. Mon nom écrit à la main. L'écriture de ma voisine, Madame Renard. Chère Margot, j'ai entendu votre téléphone sonner toute la matinée. J'espère que tout va bien. Si vous avez besoin de parler, je suis au 32. Amitié, Josette. Josette Renard. 72 ans. Veuve depuis 8 ans. Toujours un mot gentil dans l'escalier. Toujours un sourire malgré sa solitude. J'ai frappé à sa porte. Elle a ouvert, surprise, un torchon à la main, ses cheveux blancs tirés en chignon. « Margot, entrez, entrez. Je faisais de la confiture d'abricot. Vous en voulez ?» Son appartement sentait le sucre et les fruits. C'était chaleureux, vivant, des photos partout sur les murs. Son mari, ses enfants, ses petits-enfants. Josette, j'ai fait quelque chose de terrible. Elle m'a fait asseoir à sa table de cuisine, m'a servi un thé, et j'ai parlé. Tout raconté. Le dîner, les mots blessants, l'annulation, les appels, la culpabilité. Elle a écouté sans m'interrompre, ses mains ridées posées sur les miennes. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré longuement. Ma pauvre Margot. Vous savez ce que mon mari me disait toujours? Josette, on n'apprend pas aux enfants à nager en les portant dans l'eau. On les laisse patauger. Parfois, ils boivent avec la tasse. Mais ils apprennent. Mais si elle se noiera pas. Elle a 28 ans, un travail, un compagnon. Elle se noiera pas. Elle va juste comprendre que l'eau est froide. Et si elle me déteste? Josette a souri tristement. Peut-être qu'elle vous détestera. Un temps. Mais elle respectera. Et croyez-moi, le respect, ça dure plus longtemps que l'amour facile. Je suis rentrée chez moi avec un pot de confiture d'abricot et un poids un peu moins lourd sur les épaules. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil agité. Je rêvais d'Océane petite,
me tenant la main dans les rues de Lyon, puis le rêve se transformait en cauchemar. Elle lâchait ma main et s'éloignait, de plus en plus vite, jusqu'à disparaître dans la foule. Le lendemain, vendredi, j'ai rallumé mon téléphone. 63 messages. Je n'en ai lu aucun. J'ai mis le téléphone dans un tiroir et je suis partie travailler. Daniel m'a demandé si j'allais bien. « T'as une sale tête, Margot? »« Ça va. Juste une mauvaise nuit. Si tu veux en parler. » Merci, Daniel. Le week-end est passé dans un silence étrange. J'ai lu. Un vrai livre, acheté neuf à la librairie de la Croix-Rousse. L'élégance du hérisson, de Muriel Barbery. L'histoire d'une concierge invisible qui découvre qu'elle compte. Ça m'a fait pleurer. Samedi soir, j'ai cuisiné pour moi. Pas des pâtes réchauffées. Un vrai repas. Du saumon avec une sauce à l'aneth, des légumes rôtis, un verre de vin blanc. J'ai mis la table, avec une nappe, une serviette. Comme si je recevais quelqu'un d'important. Moi. Dimanche matin, coup de sonnette. 7h30. Mon cœur a bondi. J'ai ouvert. Océane. Les yeux gonflés. Les cheveux sales. Un sac de voyage à ses pieds. Je peux entrer? Je me suis écartée. Elle est entrée lentement, regardant l'appartement comme si elle le voyait pour la première fois. Théo et toi, on s'est séparés, hier soir. Il m'a dit que c'était de ta faute, que t'avais tout gâché, que j'étais trop dépendante de toi. Elle a ri amèrement. C'est marrant, non? J'étais trop dépendante. Elle s'est assise sur le canapé, a fixé le Rhône par la fenêtre. Il avait raison, tu sais. Théo, je profitais de toi, depuis des années, et je le savais. Ma gorge s'est serrée. Océane. Non, laisse-moi parler. Quand papa est parti, j'étais petite. Je me souviens pas de grand-chose. Mais je me souviens de toi, toujours fatiguée, toujours inquiète, toujours en train de compter l'argent. Et je me suis dit que quand je serai grande, je te rendrai tout ça. Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Mais je l'ai jamais fait. J'ai juste continué à prendre. Parce que c'était facile. Parce que tu disais toujours oui. Je me suis assise à côté d'elle. Océane, Tu m'as manqué, maman. À Nice, bloquée sur ce trottoir, à supplier papa de nous aider, j'ai pensé à toi, à tout ce que t'as fait. Et j'ai eu honte. Une honte tellement immense que je voulais disparaître. J'ai pris sa main, froide, tremblante. Je voulais pas te faire honte. Je voulais juste exister. Elle a souri à travers ses larmes. Tu as le droit d'exister, maman. Nous sommes restés là, main dans la main, à regarder le fleuve couler. Le silence entre nous n'était plus pesant. Il était doux, nécessaire. Je peux rester quelques jours? Le temps de trouver un appart? Tu peux rester le temps qu'il faut. Mais on va établir des règles. Elle a hoché la tête. Et Océane? Oui, tu vas m'aider à payer le loyer. Pour la première fois depuis des années, elle a souri. Un vrai sourire. D'accord, maman. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. J'ai réchauffé le reste de bœuf bourguignon. Nous avons parlé. Vraiment parlé. De nos erreurs. De nos regrets. De nos espoirs. Et quand elle est allée se coucher sur le canapé-lit, son ancien lit d'adolescence, j'ai ouvert la fenêtre. L'air de mars était doux. Le printemps arrivait. Le silence avait un goût de liberté. Mais il avait aussi un goût de pardon. Et peut-être, juste peut-être, un goût d'espoir. Les premiers jours avec Océane sous mon toit ont été étranges. Comme réapprendre à vivre avec quelqu'un dont on connaît tout, les habitudes, les tics, les silences, mais qu'on ne connaît plus vraiment. Elle dormait sur le canapé-lit que je dépliais chaque soir, se levait avant moi pour replier les draps, préparer du café en silence. Nous tournions l'une autour de l'autre avec une politesse presque gênante, comme deux colocataires qui viennent de se rencontrer. Le mardi suivant son arrivée, elle est partie travailler à 8h. Moi, à 8h15, comme d'habitude. Quand je suis rentrée le soir, elle était déjà là, assise à la petite table de la cuisine, des annonces immobilières étalées devant elle. J'ai trouvé 3 studios potentiels à Villeurbanne, moins chers que l'ancien. Je vais les visiter demain pendant ma pause déjeuner. Je me suis assise en face d'elle. Tu peux rester ici, tu sais? Quelques semaines? Le temps de te retourner. Elle a relevé la tête. Ses yeux étaient moins gonflés. Mais la fatigue y restait ancrée. Je sais, maman, mais j'ai besoin de mon espace. Et toi aussi, je crois. Elle avait raison. Mon appartement n'était pas fait pour 2. Mais plus que l'espace physique, c'était l'espace émotionnel qui manquait. Nous avions besoin de distance pour reconstruire quelque chose de sain. D'accord. Mais Océane. Oui? Cette fois, je ne paierai pas ta caution. Elle a baissé les yeux sur les annonces. Un silence. Puis, presque inaudible. Je sais. Les jours ont passé avec une lenteur étrange.
Océane visitait des appartements, calculait son budget, renonçait à des sorties pour économiser. Je la voyais le soir, penchée sur son téléphone, faisant des tableaux Excel avec ses revenus et dépenses. C'était nouveau. Elle qui ne gérait rien, qui vivait au jour le jour en comptant sur les autres, apprenait à compter ses propres sous. Un soir, elle m'a montré son écran. Regarde. Si je prends le studio rue Verlaine, loyer 450, charge 50, il me reste environ 800 € par mois pour vivre. C'est jouable, non? J'ai souri. C'est très jouable. C'est ce que je fais depuis 30 ans. Elle a rougi. Maman, je te taquine. C'est bien, Océane. Tu apprends. Le jeudi, elle est rentrée rayonnante. J'ai signé. Le studio Verlaine. J'emménage samedi. Mon cœur s'est serré. C'était ce que je voulais. C'était nécessaire. Mais ça faisait mal quand même. C'est merveilleux, ma chérie. Le samedi matin, j'ai loué une camionnette, une petite Kangoo chez un loueur près de la gare. Océane n'avait pas grand-chose. Quelques cartons de vêtements, des livres, une lampe de chevet, de la vaisselle récupérée chez l'ancien appartement partagé avec Théo. Nous avons chargé le tout en 1 heure. En route vers Villeurbanne, coincée dans les embouteillages du samedi, elle a mis la radio. Une chanson de Françoise Hardy. À tous les garçons et les filles. Elle fredonnait, le coude appuyé sur la fenêtre, les cheveux dans le vent. « Maman? Oui? Merci. Pour tout. Y a pas de quoi? Non, vraiment. Merci de m'avoir dit non. » J'ai serré le volant plus fort pour que mes mains ne tremblent pas. Le studio était au 2e étage d'un immeuble des années 70, rue Verlaine, près du métro Gratte-Ciel. 28 mètres carrés. Une pièce principale avec coin-cuisine, une salle de bain minuscule, une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure où des enfants jouaient au ballon. C'était modeste, mais c'était propre. Et c'était à elle. Nous avons passé la journée à installer ses affaires. J'ai accroché des rideaux qu'elle avait achetés à Ikea. Elle a monté une étagère en kit. Nous avons ri en découvrant qu'il manquait des vis. Nous avons bu du café assis par terre, adossés au mur encore vide. « C'est petit », a-t-elle dit. « C'est parfait. Tu penses que je vais y arriver? Toute seule? Tu n'es pas toute seule. Je suis là. Mais oui, tu vas y arriver. » En fin d'après-midi, je suis repartie. Sur le seuil, Océane m'a serrée dans ses bras. Fort, longtemps. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. » Sur le chemin du retour, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, d'espoir, de fierté aussi. Ma fille apprenait à voler de ses propres ailes. Ça faisait 26 ans que j'attendais ce moment. Les semaines suivantes ont établi un nouveau rythme. Océane m'appelait 2 ou 3 fois par semaine. Pas pour demander de l'argent, pour parler. Me raconter sa journée, me demander des conseils pour cuisiner. « Maman, comment tu fais ton gratin dauphinois déjà ?» Ou gérer un problème de plomberie. Nous déjeunions ensemble le dimanche, parfois chez elle, parfois chez moi. Un dimanche de début mai, elle est arrivée avec un bouquet de tulipes jaunes. « Tiens, pour te remercier. » « Me remercier de quoi? » D'avoir été assez courageuse pour me laisser tomber. J'ai mis les fleurs dans un vase, un vieux bocal en verre, en vérité, et nous avons préparé le déjeuner ensemble. Elle a coupé les légumes, moi j'ai fait revenir la viande. Nous avons parlé de tout et de rien. De son travail où elle espérait une promotion. D'un collègue qui lui plaisait bien. Mais je prends mon temps, maman. Je veux pas me précipiter. De mes projets? Quel projet? M'a-t-elle demandé, et je n'ai pas su répondre. Parce que je n'avais pas de projet. À 58 ans, qu'est-ce qu'on projette quand on a passé sa vie à survivre? Cette question m'a hantée pendant des jours. Je me réveillais la nuit, fixant le plafond, écoutant les bruits du Rhône et de la ville. Qu'est-ce que je voulais, moi, Margot Lefebvre? Maintenant que je n'étais plus seulement la mère d'Océane ou la secrétaire du 6e arrondissement, qui étais-je quand je n'étais pas définie par mon utilité pour les autres? Un mercredi soir, en rentrant de la mairie, j'ai fait un détour. Au lieu de prendre le bus habituel, j'ai marché. Je suis descendue vers les berges du Rhône, ces quais aménagés où je ne mettais jamais les pieds parce que ça prenait trop de temps ou que c'était pour les touristes. Il faisait doux. Le soleil de mai dorait l'eau. Des groupes de jeunes étaient assis sur les marches, des bières à la main, riant fort. Des couples se promenaient, des cyclistes filaient. Un saxophoniste jouait du jazz près du pont Lafayette, son étui ouvert pour les pièces. Je me suis assise sur un banc, j'ai regardé le fleuve couler. Et pour la première fois depuis des décennies, je me suis demandé qu'est-ce qui me fait plaisir? Pas ce qui est utile, pas ce qui est nécessaire, pas ce qui rend service, mais plaisir. Vraiment. La réponse est venue lentement, en morceaux, comme un puzzle qui se reconstitue. Les livres. J'aimais lire.
Mais je n'avais jamais le temps, jamais l'argent pour m'acheter des livres neufs. Je les empruntais à la bibliothèque municipale, vite lus entre deux corvées, vite rendus. La cuisine. J'aimais cuisiner, vraiment cuisiner. Pas juste réchauffer des plats pour dépanner. Mais prendre le temps de choisir une recette, acheter les ingrédients, mijoter. Le bœuf bourguignon que tout le monde aimait, je l'avais appris de ma mère. Elle le faisait tous les dimanches. Ça embaumait la maison. C'était un rituel. Un moment sacré. La marche. J'aimais marcher. Dans Lyon, cette ville que je connaissais par cœur mais que je ne prenais jamais le temps d'explorer vraiment. Les traboules du Vieux-Lyon. Les pentes de la Croix-Rousse. Le parc de la Tête d'Or que je n'avais pas visité depuis qu'Océane était petite. Et j'aimais. Quoi d'autre? J'ai fouillé dans ma mémoire. Loin, très loin. Avant le divorce. Avant les responsabilités. Qui étais-je à 20 ans? Le dessin. J'aimais dessiner. Ce souvenir m'a frappé comme une gifle. Oui. Avant de rencontrer Julien, avant de tomber enceinte, avant de devenir secrétaire par nécessité, je dessinais. Rien de professionnel, juste pour moi. Des croquis de paysages, de visages dans le métro, de détails architecturaux. J'avais même suivi des cours du soir pendant 1 an, à la MJC de mon quartier. Puis j'étais tombée enceinte, et les cours avaient été remplacés par les rendez-vous médicaux, puis par les biberons, puis par la vie. Mes carnets de croquis. Qu'est-ce que j'en avais fait? En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai fouillé dans mon placard. Tout au fond, sous des couvertures poussiéreuses, dans une boîte à chaussures, mes anciens carnets. 5 carnets à spirale, aux pages jaunies. Je les ai ouverts avec précaution, comme des trésors fragiles. Les dessins étaient maladroits. Des perspectives approximatives, des proportions bancales. Mais ils étaient vivants. Chaque trait portait une intention, une émotion. Un dessin de la basilique de Fourvière au coucher du soleil. Un portrait de ma mère dans sa cuisine. Un vieux monsieur sur un banc, nourrissant les pigeons. J'ai refermé les carnets. Les larmes coulaient sur mes joues. J'avais oublié cette partie de moi. Je l'avais enterrée sous les années, les responsabilités, les sacrifices. Je l'avais abandonnée, comme on abandonne un rêve d'enfant en se disant qu'il faut être réaliste. Le lendemain, jeudi, pendant ma pause déjeuner, je suis allée dans un magasin de fournitures artistiques rue de la République. J'ai acheté un carnet de croquis, des crayons graphite, une gomme. Total, 22 €. J'ai hésité devant la caisse. 22 €, c'était une semaine de course. Puis je me suis souvenue, j'avais le droit. J'avais le droit de dépenser de l'argent pour moi. Le soir, assise à ma table, j'ai ouvert le carnet. La première page, blanche, m'intimidait. Ma main tremblait. Qu'est-ce que j'allais dessiner? Serais-je encore capable? J'ai regardé par la fenêtre. Le Rhône, toujours le Rhône. Fidèle, constant, apaisant. J'ai commencé à dessiner, lentement. Les lignes étaient hésitantes, les proportions incertaines, mais peu importait. Je dessinais. Pour moi. Juste pour moi. Les semaines de mai ont glissé dans celles de juin. Lyon se réchauffait, les terrasses des cafés se remplissaient, les quais du Rhône bourdonnaient de vie. Je continuais à travailler, mais quelque chose avait changé. Je ne subissais plus. J'existais. Tous les soirs, je dessinais. Pas longtemps. 20 minutes, une demi-heure. Mais c'était mon temps. Sacré, inviolable. Je dessinais ce que je voyais, le Rhône depuis ma fenêtre, les toits de Lyon, la vieille dame du 3e étage qui arrosait ses géraniums, Daniel dans notre bureau en train de bâiller devant son écran. Un jour, Daniel a surpris mon carnet ouvert sur mon bureau. « C'est toi qui as fait ça ?» J'ai rougi. « Oui, c'est juste. Pour passer le temps. »« Margot, c'est magnifique. Tu devrais les montrer. » « Les montrer à qui? Je sais pas. À un atelier, une asso. Il y a des cours de dessin à la MJC de la Croix-Rousse. Ma sœur y va. Elle dit que c'est super. Je n'ai pas répondu, mais l'idée a fait son chemin. Le samedi suivant, je suis allée à la MJC. C'était un bâtiment moderne près de la place de la Croix-Rousse, avec des salles vitrées où on voyait des gens pratiquer du yoga, de la danse, de la poterie. Au rez-de-chaussée, une affiche « Atelier de dessin tout niveau. Samedi, 10h, 12h, 15 € séance. » 15 €. C'était cher. Mais j'avais envie. Je suis entrée. Une jeune femme à l'accueil m'a souri. « Bonjour, je peux vous aider? » Je voudrais des informations sur l'atelier de dessin. « Bien sûr. Vous dessinez déjà ou c'est une découverte? » Je dessinais. Il y a longtemps. J'ai arrêté. Je reprends. « Super. L'atelier commence dans 20 minutes. Vous voulez essayer aujourd'hui? La première séance est gratuite. » J'ai failli dire non. Partir. C'était ridicule.
Une femme de 58 ans qui venait dessiner comme une adolescente. Mais une voix dans ma tête a murmuré « Tu as le droit. » D'accord. Je vais essayer. La salle de dessin était baignée de lumière. Une dizaine de personnes étaient déjà là, installées devant des chevalets, discutant tranquillement. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Tous âges, tous profils. L'animateur était un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux grisonnants, lunettes rondes, sourire chaleureux. « Bonjour. Vous êtes nouvelle? Je m'appelle Antoine. Bienvenue. Installez-vous où vous voulez. » Je me suis mise au fond, près de la fenêtre. Antoine a expliqué l'exercice du jour. Dessiner le modèle vivant, une jeune femme qui poserait pendant 2 heures avec des pauses. J'avais les mains moites. Mon crayon tremblait. Autour de moi, les autres dessinaient avec assurance. Leurs traits étaient fluides, précis. Les miens étaient hésitants, maladroits. Antoine est passé derrière moi. À regarder mon travail. C'est bien, vous avez un bon sens de l'observation. N'ayez pas peur d'appuyer plus fort. Le trait doit vivre. À la fin de la séance, j'ai rangé mon matériel, épuisée mais légère. Une femme d'une 60aine d'années, cheveux courts teints en rouge, s'est approchée. « C'est votre premier cours? » « Oui. Vous vous débrouillez bien. Moi, c'est Sylvie. J'ai commencé il y a 2 ans. À la retraite, je savais pas quoi faire de ma peau. Le dessin m'a sauvée. Nous avons parlé quelques minutes. Elle m'a invitée à prendre un café après le prochain cours. J'ai dit oui. En rentrant chez moi ce samedi-là, j'ai souri dans le métro. Des gens m'ont regardé bizarrement. Qui sourit dans le métro lyonnais? Mais je m'en fichais. Je venais de passer 2 heures à faire quelque chose pour moi. Juste pour moi. Pas pour Océane. Pas pour mon travail. Pour moi. Et c'était grisant. Juin a laissé place à juillet. Les cours de dessin sont devenus un rituel. Tous les samedis, 10 heures. Je me réveillais avec une excitation que je n'avais plus ressentie depuis l'enfance. J'avais même acheté une boîte d'aquarelle, 50 €, une folie, et je commençais à expérimenter les couleurs. Sylvie et moi étions devenus amis. Nous prenions un café après les cours, à la terrasse du bistrot en face de la MJC. Elle me racontait sa vie, ses 3 enfants partis vivre à l'étranger, son mari décédé d'un cancer 5 ans plus tôt, sa solitude, sa reconstruction. Tu sais, Margot, à notre âge, on pense que c'est fini, qu'il reste juste à attendre la fin. Mais c'est faux. On peut encore tout. Tu penses? J'en suis sûre. Tiens, la semaine prochaine, je pars à Arles, tout seul, pour un stage de photographie, 3 jours. J'ai une peur bleue, mais j'y vais. Son courage m'inspirait. Un soir de mi-juillet, Océane est venue dîner chez moi. Elle a remarqué mes dessins affichés sur le mur. J'avais accroché mes préférés avec du scotch, faute de cadre. « Maman, c'est toi qui as fait ça? » « Oui. »« Mais c'est magnifique. Je savais pas que tu dessinais. »« Je dessinais avant, j'ai repris. » Elle s'est approchée, a étudié chaque dessin avec attention. Puis elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. « Je suis fière de toi, maman. » Ces mots, ces 4 mots, ils ont brisé quelque chose en moi. Ou plutôt réparé. Je ne sais pas. Nous avons dîné en parlant de tout. De son travail où elle avait obtenu une petite augmentation. De son collègue Mathieu, avec qui elle sortait, doucement, sans pression. De mes cours de dessin. De mes projets. Oui, j'avais des projets maintenant. Je pense m'inscrire à un stage d'aquarelle en septembre. 1 semaine en Ardèche. C'est génial, maman. Tu vas y aller? J'hésite. C'est cher. 400 €. Maman. Elle a posé sa main sur la mienne. Tu as le droit de dépenser de l'argent pour toi. Tu nous l'as assez donné. Maintenant, c'est ton tour. J'ai souri. Tu as raison. Le soir, après qu'elle soit partie, je me suis assise devant mon ordinateur. J'ai cherché le stage d'aquarelle en Ardèche. J'ai lu les conditions, regardé les photos. 1 semaine dans un petit village perché, à dessiner les paysages, à manger des repas partagés avec d'autres stagiaires, à dormir dans une chambre simple mais propre. 400 €. J'ai ouvert mon compte bancaire. Depuis que je ne finançais plus la vie d'Océane, mes économies remontaient lentement. 1 800 € sur mon livret A. Ce n'était pas énorme, mais c'était à moi. J'ai cliqué sur « Inscription ». Puis j'ai fermé l'ordinateur. Mon cœur battait vite. J'avais peur. Et j'étais heureuse. Août est arrivé avec sa chaleur écrasante. Lyon se vidait. Les Lyonnais partaient en vacances. Moi, je continuais à travailler. Je n'avais que 2 semaines de congé, que je prendrais en septembre pour mon stage. Mais les soirées étaient à moi. Je marchais le long du Rhône. Je dessinais sur les quais. Je lisais sur un banc. Je vivais. Un soir de fin août, alors que je rentrais d'une balade, j'ai croisé Josette Renard dans l'escalier. « Margot, ça fait longtemps. Vous allez bien? »
Très bien, Josette. Et vous? Oh, vous savez, à mon âge, on fait aller. Mais je voulais vous dire, je vous ai vue différente ces derniers temps. Plus lumineuse. Ça fait plaisir? Lumineuse. Personne ne m'avait jamais décrite comme ça. Merci, Josette. Et votre fille? Elle va bien. Elle a son appartement. Son petit ami? Elle se débrouille. Vous devez être fière. Je le suis. Et vous, Margot? Vous êtes fière de vous? La question m'a surprise. Je ne sais pas. Moi, je le suis. Fière de vous. Vous avez eu le courage de dire non et le courage de dire oui. À vous, c'est rare. Elle a continué à monter les escaliers, me laissant seule dans la cage sombre. Fière de moi. Étais-je fière de moi? Oui. Pour la première fois de ma vie, oui. Septembre. Mon stage d'aquarelle. J'ai pris le car à Perrache un lundi matin. 3 heures de route vers l'Ardèche, à travers des paysages de collines et de vignes. Le village s'appelait Saint-Montan, perché sur une falaise, avec des ruelles pavées et des maisons en pierre dorée. Le stage réunissait 12 personnes, des retraités surtout, mais aussi une jeune femme de 30 ans, graphiste, et un homme de 45 ans en reconversion professionnelle. Tous venaient en chercher quelque chose, du calme, de l'inspiration, une pause. L'animatrice s'appelait Claire. 60 ans, cheveux blancs, mains tachées de peinture, sourire contagieux. Bienvenue. Cette semaine, on va apprendre à voir, vraiment voir. Les couleurs, les lumières, les ombres, on va se tromper. Beaucoup, et c'est parfait. Chaque jour, nous sortions avec nos carnets et nos boîtes d'aquarelle. Nous nous installions devant un paysage. Une vieille chapelle, un champ de lavande, un pont de pierre. Claire nous guidait, nous encourageait, corrigeait gentiment. J'ai peint. Des heures et des heures. Les premiers jours, mes aquarelles étaient ratées. Les couleurs bavaient, les formes n'étaient pas justes, mais je continuais. Le 3e jour, quelque chose s'est débloqué. J'ai peint un coucher de soleil sur les collines. Les oranges, les roses, les violets se mélangèrent sur le papier, créant quelque chose de vivant, de vibrant. Claire est passée derrière moi, à regarder longtemps. « Margot, c'est magnifique. Vous avez capturé l'émotion. C'est tout ce qui compte. » Le soir, nous dînions tous ensemble dans la grande salle commune de la maison qui nous hébergeait. Nous partagions nos aquarelles du jour, rions de nos erreurs, échangions nos histoires. J'ai raconté la mienne. Océane. Nice. Le silence. La reconstruction. Une femme, Brigitte, retraitée de l'enseignement, a hoché la tête. Vous avez fait ce qu'il fallait. Moi, j'ai pas eu ce courage avec mes enfants. Résultat, à 65 ans, je paye encore leur crédit. Et ils me respectent pas. Il n'est jamais trop tard, ai-je dit doucement. Vous croyez? J'en suis sûre. Le dernier soir, Claire a organisé une exposition improvisée. Nous avons accroché nos aquarelles sur les murs de la salle commune. Chacun a parlé de son travail, de ce qu'il avait appris. Quand mon tour est venu, je me suis levée, tremblante. Je m'appelle Margot. J'ai 58 ans. J'avais arrêté de dessiner il y a 35 ans parce que je pensais que c'était un luxe inutile. Cette semaine, j'ai compris que c'était une nécessité. Merci. Les applaudissements ont résonné dans la salle. Claire m'a serrée dans ses bras. Ne vous arrêtez plus jamais, Margot. Promis. Je suis rentrée à Lyon un samedi de fin septembre. Océane m'attendait à la gare de Perrache, un bouquet de tournesol à la main. « Maman, t'es bronzée? Raconte-moi tout. » Nous avons pris le métro ensemble. Je lui ai montré mes aquarelles. Elle s'est exclamée devant chacune, sincèrement émerveillée. « Maman, tu devrais les vendre ou les exposer. »« Oh non, elles ne sont pas assez bonnes. »« Arrête, elles sont superbes. » En arrivant devant mon immeuble, elle m'a embrassée. « Je suis heureuse pour toi, maman. Vraiment. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. » Ce soir-là, dans mon appartement silencieux, j'ai ouvert les fenêtres. L'air d'automne sentait les feuilles et la pluie prochaine. Le Rhône coulait, fidèle, infini. J'ai sorti mon carnet de croquis. J'ai dessiné le fleuve. Encore. Toujours. Parce qu'il était ma constante. Mon témoin. Mon complice. Sur la page, j'ai écrit une phrase. Une seule. Avec un crayon noir en bas du dessin. À 58 ans, j'ai appris à dire non. Et à me dire oui. J'ai refermé le carnet. Demain, lundi, je retournerai à la mairie. Je tamponnerai des dossiers. Je sourirai à Daniel. Je vivrai ma vie simple. Mais cette vie, maintenant, m'appartenait. Le silence avait un goût de liberté. Et ce goût, je ne l'oublierai plus jamais. Fin. C'est une sortie pour jeunes. Reste chez toi tricoter. Ou peu importe ce que font les vieux. Ont-ils dit la veille de notre voyage?
Ils ont oublié que c'était moi qui avais tout payé. Le lendemain matin, ils appelaient sans arrêt quand ils ont découvert que la réservation avait été annulée.